Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief. Nous consacrerons l'intégralité de cette émission à la résolution 2440 sur le Sahara que le Conseil de sécurité de l'ONU a adoptée mercredi 31 octobre au soir, quelques heures avant l'expiration du mandat de la MINURSO. Les choses se précisent puisque la précédente résolution ne remonte qu'à 6 mois et celle qui vient d'être adoptée ne sera valable que pour 6 mois. Les choses se précisent aussi et la pression augmente sur Alger, puisque l'Algérie est citée pas moins de 3 fois dans ce texte. Et c'est là la première fois que c'est le cas, comme on le voit son mutisme de presque 20 heures avant de prendre acte. Par ailleurs, le Polisario est vigoureusement invité à respecter ses engagements pris devant l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU de ne pas essayer de changer le statu quo à Bir el-Hello et à Guerguerat. Ce qui surprend dans cette résolution est qu'elle est résolue. La situation doit impérativement avancer vers une solution. Tous les délégués l'ont dit dans leurs explications de vote et pour cela, le pragmatisme américain, Penn Holder ou rédacteur du projet, en plus de la parfaite connaissance du dossier par le secrétaire général Antonio Guterres, ont fait le reste. On ne peut instaurer et établir la paix sans que tous les protagonistes soient impliqués, comme cela s'est produit partout où la paix a été faite. Avec nous pour débattre des fondements et des conséquences de cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, Naïm Kamal, vous êtes directeur de Coude.ma. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Hassan Alaoui, vous êtes directeur du mensuel Maroc Diplomatique et du site maroc-diplomatique.ma. Bonjour. Bonjour. Shalkaoui Roudani, vous êtes politologue et spécialiste de géopolitique. Hassan Alaoui, encore bonjour. Hassan Alaoui, on commencera par... Si vous permettez juste une petite précision, le Polisario est instamment invité à ne pas, ou tenu à ne pas changer le statut de Guerguerat, de Bir el-Hello et de Tifariti, ce qui est nouveau. Très bien, on en parlera tout à l'heure. Il a pris des engagements en fait devant Horst Kohler. Non, c'est pas un oubli, je vous laissais le dire. Il a pris des engagements devant Horst Kohler et il a été instamment prié de les respecter. Donc, en ce qui concerne toute la zone à l'est du dispositif de sécurité. Alors, Hassan Alaoui, en quoi cette résolution 2440 apporte-t-elle des nouveautés que le représentant du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, a qualifiées d'historiques et des nouveautés qui ont été aussi reprises par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita? Historique, en effet, je le confirme, mais il y a aussi, enfin pour moi personnellement, je vois au moins 4 à 5 points que je vais rapidement mettre en évidence. Pourquoi cette résolution donc est d'abord inédite dans le temps et dans la fermeté, n'est-ce pas, dans le langage aussi, est importante et significative parce que tout simplement, je vois que pour la première fois, on parle évidemment donc de la présence, de la participation de l'Algérie. Mais ce n'est pas une participation quelconque, c'est quand même quelque chose d'inédit, parce que jusque-là, c'est le tour de table, si vous voulez, ne sera pas comme on avait remarqué jusqu'à présent, notamment à Manhasset, par exemple, où il y avait 2 groupes, c'est-à-dire 2 contre 2. C'est-à-dire le Maroc, c'était le principe, c'était le précédent round de discussion, c'est-à-dire en fait jusqu'en 2012. Le Maroc et le Polisario, puis de l'autre côté, presque dans la pénombre, l'Algérie et la Mauritanie. Aujourd'hui, c'est un tour de table qui comprendra 4 partenaires, ou pardonnez-moi, 4 protagonistes. Donc ça, c'est le premier point. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, pardonnez-moi, des adversaires de notre intégrité territoriale, il peut maintenant, j'allais dire, c'est révolu. C'est-à-dire, il y a de la responsabilité qui va être invoquée et même exigée. Deuxième point. La résolution, maintenant, elle appelle, je dirais, un chat, c'est-à-dire la partie, le protagoniste, je veux dire, concerné et non plus simplement intéressé comme la propagande algérienne le disait jadis. Je veux dire, l'Algérie est désignée, si vous voulez, comme responsable et donc elle doit absolument se mettre à table à ce titre. Troisièmement, je dirais que la résolution, elle est intéressante et positive parce que elle réinsiste, si vous voulez, elle réaffirme le caractère politique, si vous voulez, de l'enjeu, c'est-à-dire le caractère politique de ce processus de règlement. Ce n'est pas encore des négociations, c'est une table ronde, mais si vous voulez, elle est déjà désignée comme, je veux dire, une table ronde politique. Et donc, ce qui en découle, c'est-à-dire ce que la résolution exige après, on le verra dans le texte, c'est justement une solution juste, une solution politique. Et ça a été cité au moins 4 à 5 fois dans la résolution, le mot politique, c'est-à-dire une solution plus tard de négociation, donc de compromis qui engage la bonne foi des parties prenantes. Quatrième truc,
pardonnez-moi, si j'ose dire, quatrième élément, c'est l'histoire que vous venez d'évoquer, et Naïm l'a soulevé tout à l'heure, parce qu'on en a eu vent tout à l'heure, c'est que Guerguerat, si vous voulez, Bir el-Hlo, c'est fini. Le Polisario doit arrêter net. Et donc, le secrétaire général des Nations Unies l'impose. Comme vous le savez, je rappelle qu'en mars 2016, il a piqué une colère, il a même écrit et réagi, il a écrit comment dirais-je, recommandé au Polisario d'arrêter ses activités. Aujourd'hui, à ces deux localités qui sont Bir el-Hlo et Guerguerat, on ajoute Tifariti, n'est-ce pas? Et tout le dispositif, si vous voulez, de défense à l'Est qui doit être absolument, j'allais dire, sauvegardé. Donc, ces éléments, je pourrais rajouter aussi... le mythe des territoires libérés qui tombe. Oui, c'est ça. Et le mythe, comme a dit Naïm, des territoires libérés dont la propagande nous a abreuvés, la propagande algérienne. Et j'ajouterai, pour terminer... essayer d'abreuver. Oui. On connaît la réalité. Ils ont abreuvé la propagande, je veux dire, de leur propagande, l'opinion occidentale. Dernier élément que je citerai, et pourquoi je me réjouis de cette résolution, c'est que pour la première fois, peut-être aussi, on parle de recensement de ce qu'on appelle, entre guillemets, les réfugiés. Et qui, pour moi personnellement, ce sont des séquestrés. Parce que réfugiés, c'est trop dire, parce que de toute façon, les gens qui sont partis en 1976, emmenés de force par le Polisario et l'armée algérienne, après la Marche verte, ça ne représentait que une poignée de Sahraouis emmenés de force. Et la majorité restait au Sahara, donc au Sahara marocain, dans son pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous flouer. C'est pour ça que le HCR doit maintenant être interpellé et remplir sa mission d'aller recenser qui est et qui n'est pas Sahraoui. Naïm Kamal, on va rester sur l'Algérie. Il semblerait que ce pays soit quand même au bord de l'implosion systémique, si on doit voir les différents événements qui se sont déroulés sur les 2 derniers mois, à savoir une valse de sécuritaire, le procès de plusieurs généraux, un étrange putsch contre le président de l'Assemblée nationale, et puis l'annonce d'un 5e mandat pour Bouteflika. Est-ce que vous pensez que les Algériens sont en mesure véritablement de prendre des décisions en décembre? Est-ce que vous pensez que comment pourrait-il réagir? Comment pourrait réagir aussi le Conseil de sécurité face à une possible défaillance? Alors, avant de répondre, je voudrais vous lire cette déclaration qui a été publiée par l'Algérie une vingtaine d'heures après l'adoption de cette résolution. Comme je disais tout à l'heure, un modèle de désinformation. L'Algérie demeure convaincue que seule une négociation directe, franche et loyale entre le Maroc et le Polisario est de nature à conduire à une solution définitive de la question du Sahara, conformément à la légalité internationale, c'est les Algériens, à la doctrine et à la pratique des Nations Unies en matière de décolonisation. Donc là, on est loin de l'esprit de compromis, de la bonne foi et de l'esprit constructif. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils sont véritablement aptes maintenant à prendre des décisions? Ça fait longtemps qu'on manque d'interlocuteurs en Algérie, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, même au temps de Chedli Bejdid, on a vécu ça. Non, mais il y avait des interlocuteurs, pardonnez-moi, il y avait des interlocuteurs qui refusaient d'interloquer. Il y avait des interlocuteurs, mais on ne savait pas non plus, si on savait, où se trouvait la décision. C'était déjà au temps de Hassan II, et ça a continué. Aujourd'hui, c'est encore pire. Ça s'est aggravé. D'abord parce que l'Algérie est en panne, il est en panne économiquement, il est en panne socialement et il est en panne politiquement. Il n'y a pas aujourd'hui d'alternative et d'ailleurs tout le brouhaha qui se fait autour du 5e mandat avec le limogeage de 5 généraux opérationnels, des généraux de commandement qui sont de niveau de général de division. On les appelle en Algérie général-major, qui sont aujourd'hui pour corruption. Depuis quand en Algérie on jugeait des officiers supérieurs de ce niveau-là pour corruption? Mais bon, parce qu'il y a une véritable lutte pour entre les pouvoirs et les clans. De palais en cascade, quand vous voyez le directeur général de la police, quand il a été limogé, c'est Harmel, et parce qu'on le donnait prétendant, on le donnait possible successeur de Bouteflika. Donc il y a dans cette situation un règlement de compte, et il y a à côté la partie civile qui est le paravent, en fait, de ce qui se fait et se décide au sein du Conseil des militaires. Et on a vu la bataille parce qu'il faut mettre un homme docile,
à la mesure du FLN et du clan de Bouteflika à la tête de l'Assemblée nationale populaire, qui est l'équivalent de la chambre des représentants au Maroc, au sein du Parlement algérien, mettre un homme à sa tête autre que celui pour qu'il puisse vraiment le contrôler le moment venu, ou si, à Dieu n'en plaise, il arrivait à que le président algérien décède, parce que c'est le personnage qui va assurer l'intérim. Et donc, il va se trouver dans une position importante au sein de l'institution étatique algérienne et qu'il faut maîtriser. Donc, il y a toute une préoccupation. Mais en dehors de ça, il va falloir qu'on sorte de ce cadre. Il faudrait comprendre une chose. Aujourd'hui, toute une génération a été éduquée dans l'hostilité et l'adversité, pour ne pas dire autre chose, à l'égard du Maroc. On dirait même qu'une certaine identité algérienne s'est construite ainsi. Je ne sais pas si vous l'avez lu, certainement vous l'avez vu. Vous l'avez lu, je crois que c'est Bajolo, c'est ça, Hassan Bajolé. Bernard Bajolé. Bajolé qui a écrit... L'ancien ambassadeur français, l'ancien patron des services de renseignement. Rien que dans des points chauds, ancien patron des services de renseignement extérieur, la DGSE française, et qui a écrit, quand il a vu Bouteflika, il lui a dit, vous savez, tant qu'il y aura l'affaire de Sahara, il n'y aura jamais de lune de miel, ni de Maghreb, il n'y aura rien du tout. En fait, c'est que le Sahara n'est qu'un prétexte. Et il y a même une idée qui a toujours été développée, c'est que, en fait, ce n'est pas l'affaire du Sahara qui est la raison du conflit maroco-algérien, mais juste la justification qu'il y avait. S'il n'y avait pas le Sahara, il y aurait eu autre chose que le Sahara. Et alors, on se serait... Non, une petite... Toute petite alors. Vous allez me la faire oublier. Vous allez me la faire oublier. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le test. C'est là où Genève est importante. C'est là où cette résolution, pour revenir à l'actualité, est capitale. C'est le test. Test de la bonne foi de tout le monde. De tout le monde, et essentiellement de l'Algérie. Le Maroc, quand la résolution des mutuellement acceptables, un compromis politique, etc., le Maroc l'a déjà fait et il a déjà présenté, et d'ailleurs la résolution le redit, il se félicite de la crédibilité et du sérieux de la proposition. Je voudrais reprendre simplement, excusez-moi, votre passage entre Bajolé et Bouteflika, quand il parle de tant qu'il y aura l'affaire de Sahara, il n'y aura pas de Maghreb. Encore une fois, dans sa partie préambulaire, cette résolution dit, donc le Conseil de sécurité, réaffirmant sa volonté d'aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, dans le cadre d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés. Et l'autre, c'est considérant que la solution politique de ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribuera à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel, vous le disiez, Cherkaoui, ce qui créerait des emplois et favoriserait la croissance. C'est la première fois qu'on revient aussi d'une manière aussi claire et aussi nette sur la composante économique de ce conflit qui est en train de coûter Mais j'aimerais aussi que vous lisiez le passage où le Conseil de sécurité se félicite de la proposition crédible du Maroc de 2007, il faut la dire. C'est réaliste et réalisable. C'est important s'il figure. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Prenons note, là voilà, prenons note, c'était déjà l'ancienne résolution, c'est aussi celle-là. Prenons note de la proposition marocaine présentée au secrétaire général le 11 avril 2007 et se félicitant des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant vers un règlement, et prenant note également de la proposition du Front Polisario présentée au secrétaire général. Prenons note également, et il ne se félicite pas. C'est froid. Alors, Hassan Alaoui, dans le prolongement de ce que dit Naïm, est-ce que l'Algérie, maintenant avec tous les problèmes qu'elle a à l'intérieur, qu'on vient de citer, que Naïm a développé, est-ce que l'Algérie est en capacité encore aujourd'hui de continuer sa politique systématiquement anti-marocaine, dont les raisons, vous les connaissez, et qui ne sont pas prêtes de s'arranger? Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore les moyens de faire ça? Moi, je voudrais rajouter deux petites choses sur ce qui s'est dit tout à l'heure en ce qui concerne le paragraphe sur la fameuse résolution 1514 qui a été votée en décembre 1960 et qui parle évidemment de décolonisation de territoires
à libérer encore et tout et tout. D'où cette propension ahurissante de la presse et des responsables algériens qui ne cessent de citer le Maroc comme un pays qui colonise le Sahara, un pays occupé, qui occupe militairement. Est-ce que vous permettez de lire le passage de cette résolution 1514 ? Oui. Alors, c'est précise, résolution, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'autodétermination, ne peut être interprété comme autorisant ou encourageant une action quelle qu'elle soit qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant. C'est clair. J'explique. Cette résolution, elle tombe à point nommé parce que de toute façon, on a vu que toutes les dernières semaines, la 4e commission n'a cessé justement d'invoquer cette résolution et évidemment, les turiféraires algériens se sont précipités sur ce texte pour mettre, si vous voulez, en cause le Maroc. Or, c'est faux. Non seulement c'est faux, c'est vraiment malheureux, c'est scandaleux, je dirais. Pourquoi ? Parce que, en vertu de cette même résolution, le Maroc a décolonisé le Sahara en 1975, parce qu'il est dit clairement que les deux parties, que ce soit la partie colonisée ou la partie colonisatrice, n'est-ce pas, les ayants droit, comme on disait, et la puissance occupante. Le Maroc n'a rien décolonisé en 1975. Il a décolonisé. l'Espagne qui a mis fin. Il a décolonisé le Sahara des Espagnols. Je suis désolé, j'explique. C'est une décolonisation achevée en 1975. Parce qu'il y a eu, comme le stipule cette résolution, il y a eu un accord, les accords de Madrid signés le 14 novembre, n'est-ce pas, 1975, entre donc l'Espagne et le Maroc. C'est un... Et la Mauritanie. Oui, et la Mauritanie. C'est un consensus, n'est-ce pas? On appelle ça l'accord tripartite parce qu'il y a 3 pays qui ont négocié cet accord, ils l'ont signé. Donc, il était censé achever un petit peu la décolonisation. Mais la mauvaise foi des Algériens et leurs propagandistes qui recourent à ce langage des années 60 qui dominait à l'époque aux Nations Unies, n'est-ce pas, sont encore aujourd'hui, n'est-ce pas, en 2018, en train de nous sortir, si vous voulez, cette rhétorique qui est absolument, comment dirais-je, qui est erronée complètement. Et donc, la décolonisation du territoire du Sahara, elle a eu lieu, n'est-ce pas, par la négociation. Parce que la même chose est arrivée dans les années 60 et 62 à Évian et à Melun, entre l'Algérie et la France, c'est-à-dire puissance occupante et, si vous voulez, puissance revendicatrice. Et donc, je ne comprends pas pourquoi cette mauvaise foi du gouvernement algérien et de ces, pardonnez-moi, ces stipendiers qui continuent à nous faire croire, je veux dire, quelque chose qui n'existe plus dans la littérature politique des Nations Unies. Et c'est là aujourd'hui la résolution, elle met fin à tout ça. Parce que tout simplement, la 1514, elle vient, si vous voulez, justement illustrer un état de décolonisation achevé et définitif. Naïm Kamal, on commence avec vous. Quel est le point qui vous a le plus marqué, ou les points dans ce discours? Celui qui a marqué tout le monde, c'est-à-dire cette main tendue en direction d'Alger, cette proposition, cette ouverture sur l'Algérie, qui rompt un peu avec ces 6-7 dernières années où le temps était plutôt ferme en face d'un discours que j'allais dire un peu intransigeant de l'autre côté. Aujourd'hui, alors que le Maroc s'apprête, si ça se fait, à aller à Genève pour cette table ronde qui va discuter de ce que pourraient être les discussions dans le contexte maghrébin, afin de sortir de ce lournier qui dure depuis 43 ans, je crois que c'est une excellente chose et c'est une ouverture supplémentaire. Moi, je voudrais faire, puisque vous parlez de rappel historique, très rapidement que déjà, sur Hassan II, Allah yarhamou, il y a eu les négociations, les discussions par un intercesseur, pour reprendre un terme du roi Fahd d'Arabie Saoudite. C'était à l'époque de Cheikh Ibn Jadid, qui ont abouti à la reprise des relations diplomatiques en 1988, qui ont donné l'UMA, mais qui ont débouché finalement sur Atlas Asni, l'attentat d'Atlas Asni, sur l'imposition des visas aux Algériens et la fermeture par les Algériens
des frontières. Plus tard, avec l'avènement du roi Mohamed VI, il y a eu d'abord une démarche vis-à-vis de l'ONU, vis-à-vis de James Baker, quand le Maroc a commencé à proposer un projet qui va s'affiner au fil du temps, celui de l'autonomie, et qui n'a rencontré que hostilité et refus de l'autre côté, même qu'à un moment donné, le roi avait déclaré de bonne foi que le problème était réglé, qu'on allait enfin pouvoir trouver une solution. Et ce processus avait culminé en 2005 avec la visite du roi à Alger. Et Bouteflika, comme le souverain, avait convenu qu'ils allaient trouver un mécanisme pour justement discuter de tout. Mais l'Algérie, finalement, n'a donné aucune suite. Et on l'a vu, Bouteflika va déclarer plus tard à l'ambassadeur français en Algérie qu'il n'était pas question d'avoir une lune de miel avec le Maroc tant qu'il y a le problème du Sahara. J'espère que depuis, il en est... Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. J'espère qu'il en est revenu, qu'aujourd'hui, il y a une meilleure disposition. Je vais m'arrêter là parce que les éléments de langage tels qu'ils ont été apparemment donnés à la presse algérienne ne sont pas encourageants. Alors où nous parlons, il n'y a pas de position officielle. Ils ont peut-être été surpris, il faut leur laisser le temps. Oui, le temps de digérer. Voilà. Très bien. Donc, Abdeltef Komat, je reviens sur la résolution 2440 dont je parlais en introduction. Alors, je cite, « Considérant que la solution politique de ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribuerait à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel, ce qui créerait des emplois et favoriserait la croissance ainsi que des possibilités pour tous les habitants de la région. » Fin de citation. Alors, Abdeltef Komat, l'initiative royale semble se fonder en creux sur l'économie régionale, dans le sens où il faut dépasser les différends pour créer de la richesse. Alors, qu'est-ce qu'on perd au Maghreb avec ce conflit qui dure depuis pratiquement un demi-siècle? Qu'est-ce que perdent les 5 pays? On perd beaucoup de choses. Bon, tout d'abord, je reviendrai sur l'aspect économique, mais il y a une dimension fondamentale qui est la dimension humaine. Des familles de part et d'autre sont privées de rencontrer leurs siens. Également, ça limite les possibilités de rencontres entre les peuples. Et c'est ces rencontres qui sont porteuses d'un potentiel en matière de développement de projets. Et bien évidemment, le fait qu'aujourd'hui, on a peu d'occasions de nous rencontrer, c'est un potentiel que nous sommes en train d'altérer. Et si vous me permettez, je peux donner un exemple, en fait, parce qu'il n'y a pas mieux que l'exemple pour illustrer des réalités. Il y a quelque temps, en tant qu'université, on devait se rendre à Tlemcen, dans le cadre d'un projet européen. Et il y avait une délégation de l'université d'Oujda qui devait se rendre à Tlemcen. Et à Tlemcen, c'est 40 km, une quarantaine de kilomètres de Oujda. C'est une affaire d'une demi-heure. Pour se rendre à Tlemcen, nos collègues d'Oujda devaient faire Oujda-Casa, Casa-Alger, Alger-Ouharan ou Haran-Tlemcen. Et finalement, cette mission n'a pas eu lieu. Et donc, on a privé deux universités de se rencontrer. Et c'est ce genre de rencontres qui peuvent, bien évidemment, porter des réalisations, notamment en matière de recherche et de projets. Alors, concernant le volet économique, parce que votre question était orientée essentiellement sur la dimension économique, oui, des chiffres ils sont parlants. Aujourd'hui, on estime une perte annuelle pour le Maghreb d'environ 7,5 milliards de dollars par an, ce qui représente 2 à 3% du PIB par pays. Donc, la dimension économique, elle est énorme. Bien sûr, également, en parallèle, on perd des dizaines de milliers d'emplois qu'on aurait pu créer. Excusez-moi, sur les 7,5 milliards de dollars par an, on peut considérer que le Maroc et l'Algérie ont la plus grande part. Ça doit être oui, je reviendrai peut-être tout à l'heure un peu sur Maroc et Algérie, parce que nous sommes devant un binôme qui, en principe, devrait jouer le leadership, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du Maghreb sans Maroc et Algérie. Locomotive. D'accord, donc là, bien sûr, la dimension aussi bien en matière de population, aujourd'hui, sur les 90 millions d'habitants du Maghreb, plus que les 2 tiers en fait, appartiennent au Maroc et Algérie. Également, aujourd'hui, en matière de PIB, sur les 350 milliards de dollars de PIB issus de ces 2 pays, ils représentent plus de 3/4 des richesses de la région. Donc le Maroc et l'Algérie sont en fait le noyau dur du Maghreb.
Alors, revenons à l'aspect économique pour dire qu'au-delà de ces chiffres que je viens de donner, en matière de PIB, en matière de richesse, il y a également toute la force de négociation avec nos partenaires. Aujourd'hui, chacun de nos 5 pays négocie à part, notamment avec l'Union européenne, surtout les 4 pays qui ont des accords d'association avec l'Union européenne. Et bien sûr, chacun y va tout seul, et ce qui altère bien sûr sa possibilité de négociation. Là également, c'est des éléments peut-être qu'on ne chiffre pas, mais c'est énorme. S'il s'agit bien sûr de négocier en bloc avec nos partenaires régionaux, qu'ils soient Union européenne ou autres, certainement il y a des points énormes à gagner en termes bien sûr de contrats et de projets. Donc nous sommes en train de négocier. Plus concrètement, une négociation groupée. Alors, chacun des 5 pays du Maghreb, il va seul vers l'Union européenne qui répond en bloc. Donc, en termes concrets, qu'est-ce que peut gagner le Maroc? Qu'est-ce que peut gagner l'Union du Maghreb arabe à aller grouper? Donnez des exemples. Par exemple, en négociation, achat, quoi? Oui, ça peut être des achats, bien évidemment. Parce que en parlant économie, on parle marché. Le poids de négociation. Bien sûr, le poids de la négociation, notamment lorsqu'il s'agit de négocier des contrats financiers, lorsqu'il s'agit de négocier des projets. Donc toute la dimension économie d'échelle va entrer en jeu parce que 90 millions, ce n'est pas 30 millions dans chaque pays, notamment en termes de grands projets. Aujourd'hui, on parle de l'automobile, de l'aéronautique, on parle de beaucoup de projets qu'on aurait pu mieux mener s'il s'agit d'une action commune. Et donc, certainement, les relations avec les partenaires se dérouleraient dans des conditions meilleures pour l'intérêt de la population maghrébine. L'Algérie donc a été colonisée en 1830, le Maroc a signé son traité du protectorat en 1912 et il y a eu donc plusieurs dizaines d'années de présence française dans la région. Belkacem Boutayeb, vous êtes donc né à Oran, vous avez grandi à Oran, vous connaissez bien la situation. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on peut dire que la colonisation a joué un rôle négatif finalement dans l'éloignement moral et affectif entre les deux peuples, marocains et algériens? Est-ce que c'est la colonisation qui en est la cause ou autre chose, ou est-ce qu'il n'y a pas de cause? Monsieur Aziz, merci de votre invitation. Permettez-moi tout d'abord de faire une grande accolade à mes amis d'enfance et à tous nos frères algériens. Quand vous évoquez la Lamarnia, je suis ému parce que je pense à ma mère défunte qui s'appelle la Lamarnia. Vous savez que c'est entre l'Oranie, donc l'ouest algérien, et l'oriental, le Maroc oriental, Oujda et le pourtour, que se trouvent les plus grands référentiels et fondamentaux, les repères de l'histoire d'amour entre le Maroc et l'Algérie, histoire fusionnelle, confusionnelle, compliquée par les aléas, les incidents et les grands malentendus de l'histoire, souvent imposés par le colonialisme et encore aujourd'hui manipulés par certaines grandes puissances. Et en ce qui me concerne, j'enrage de tristesse et de colère par rapport à tout ce gâchis. Voilà. Très bien. Merci Rachid Belbah. Pardonnez-moi, vous m'avez posé la question aussi, le colonialisme séparer les peuples. Bien au contraire, je vais vous choquer. Pendant le colonialisme, nous étions frères dans l'adversité. Nous étions enfants au collège, au lycée, dans la journée. Le soir, nous veillions sur les terrasses avec nos mamans et nous étions en train de confectionner des cocktails Molotov pour chasser les gens de l'OAS, ces pieds noirs qui pratiquaient la terre brûlée et qui venaient à minuit, qui venaient plastiquer les magasins des Arabes. Et nous faisions fuir. Et nous étions enfants marocains, nous vivions cette résistance algérienne et il n'y avait pas de différence entre nous. À Oujda, vous diront les Oujdi, les Algériens étaient choyés, chaque maison devait réserver une pièce, une chambre pour les Algériens, etc. Et les Algériens étaient servis pendant les fêtes, bien avant la famille marocaine. Nous avons toujours été frères. Et malheureusement, depuis que nous sommes indépendants, nous sommes devenus des frères un peu ennemis, beaucoup d'incompréhension, etc. Chacun son if, et vraiment le ridicule peut-être ne tue plus, mais le ridicule est en train de nous abrutir.
Voilà. Alors, vous dites, je voudrais réagir sur ce que vous dites, qui est très important, c'est que la colonisation, en fait, pendant la colonisation, nous étions frères. Maroc et Algérie étaient des pays qui étaient très proches, des populations, des nations qui étaient très proches. Alors, Rachid Belbah, qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses dérapent comme ça après l'indépendance algérienne en 62? Parce qu'on peut dire que depuis 62, les relations sont oui, pratiquement au point mort. rapidement, c'est juste pour relier. Disons que en fait, la colonisation française, elle a fait en sorte qu'il y a eu un héritage après. C'est-à-dire l'héritage depuis le traité de Mrnia de 1845. Pourquoi? Parce que c'est là où finalement on détermine les premières frontières. Et on va vivre, le Maroc et l'Algérie, ils vont vivre sous protectorat et sous administration française du côté algérien. Ils vont vivre ce qu'on pourrait appeler la dynamique de la fluctuation des frontières. Alors, au début, on avait limité jusqu'à Taniet Sassi, la Mrnia, et puis jusqu'à la ligne Varnier. La ligne Varnier avec le protectorat qui va l'étendre jusqu'au Guir. Et en fait, après, il y a eu le protocole de 1901, de 1902. On a essayé de négocier jusqu'au protectorat. Et après, il y a eu les conférences, les différentes conférences dans les années... Exactement. Donc, mais l'important, c'est que finalement, cela nous a amené à 1958 avec la conférence de Tanger. Et l'Algérie était représentée par le gouvernement provisoire, le GPRA. Exactement. Et là, déjà, le Maroc et le GPRA, ils ont été en discussion par rapport aux frontières orientales et marocaines. Alors, c'est là qu'il y a eu les germes de la discorde ultérieure. Exactement. Donc finalement, il y avait eu une base de discussion déjà avec le GPRA qui était considéré comme le représentant légitime de la révolution algérienne de 54. Exactement. Il était le représentant à l'intérieur du FLN qui était le bras civil de la révolution avec l'ANL, l'armée de libération nationale. Et tout arrive justement de ces problèmes entre ces trois acteurs. Votre question, c'était sur... Pourquoi ça a dérapé après l'indépendance? On a eu de très bonnes relations. Oui, alors l'indépendance. Pourquoi ça a dérapé comme ça? J'aimerais bien préciser quelque chose. Vous réagirez après. Continuez sur le GRPR. Alors, c'est les accords sur les frontières. Oui, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il vient de dire justement. maintenant. Non, parce que quelque part, c'est en fait pourquoi ça a déraillé, parce qu'il y a eu des problèmes internes en Algérie en 1962. C'est-à-dire qu'à un moment où il y a eu la décision de cesser le feu en 1962, parce que le processus il a commencé déjà en 1960. C'est le feu franco-algérien. Bien sûr. Parce que je parle d'Algérie, je parle pas de franco-algérien. Vous allez réagir, Hassan, vous allez réagir, juste il termine son idée, après vous complétez. Souvent, l'histoire en Algérie, et ce n'est pas moi qui parle, les témoins de l'époque, je ne sais pas, je pense par exemple à la première génération de ceux qui ont amené l'indépendance en Algérie. On peut penser par exemple à Salah Boubnider, à Ahmed Aït El-Hussein, à Rabah. Oui, bien sûr, il n'est plus là pour parler, mais c'est des gens qui ont fait leur témoignage. Ils ont été assassinés pour la plupart. Ceux qui sont restés en vie, ceux qui étaient à la tête des wilayas, parce qu'il y avait les wilayas à l'époque, il y avait 6 wilayas, et en fait, et après, il y a l'armée, l'état-major général et l'armée des frontières. Et en fait, c'est l'armée des frontières. Une sorte de conflit entre les civils et les politiques. Oui, alors quand il y a eu le cessez-le-feu politique et militaire. Je crois, il y a eu la distance entre le clan d'Oujda, entre le clan d'Oujda où se trouvait Boumediene Bouteflika et le reste, et pardonnez-moi, et le front de l'intérieur, c'est-à-dire le FLN de l'intérieur. L'opposition a commencé par là, et ensuite il y a eu le conflit intérieur à la direction historique qui était constituée ce qu'on appelait au Maroc les 5 qui étaient en prison, et dont Ben Bella qui allait prendre la présidence au début de l'indépendance. Et il y avait le clan de Oujda qui, lui, avait pour l'organisation et l'armée de libération nationale toute fraîche, et qui va réussir d'ailleurs dès 1965 à maîtriser le pouvoir. Merci pour la précision. Rachid, vous poursuivez votre idée? Oui, alors c'est juste, en fait, tout s'est passé entre le 19 mars 62 et puis l'indépendance le 5 juillet. C'est là où l'OAS était déchaîné, bien sûr, cette période-là. Les accords d'Évian à Tripoli. C'est là où tout s'est passé. Et finalement, ils ne sont pas sortis d'accord
Pourquoi? Parce que la majorité, ils étaient pour les accords, mais l'autre partie, celle de l'état-major général, ils étaient contre ces accords, ils les ont boycottés. Et en fait, ça a causé la première perturbation. C'est pour ça que dans les témoignages des grands de la première génération, j'ai cité quelques noms, je pense par exemple à Rabah Zirari, je pense à Abou Bnider, à Aït al-Hussein, Ahmed, je pense à Nourdin Khalafallah qui était le patron de la Wilaya 2 et à d'autres personnages. C'est leur témoignage. Ils ont parlé du premier coup d'État. Pour eux, c'est là où s'est passé le premier coup d'État. Le deuxième coup d'État, c'est celui de 1965. C'est là où, finalement, les militaires vont renverser l'ordre politique. Et ils vont prendre la main sur l'ordre politique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une discorde sur les accords de Mrnia. Et d'ailleurs, Boudiaf, il s'en est pris à l'état-major. Il s'en est pris bien sûr à Boumedienne. Boumedienne, à l'époque, Houari Boumedienne, il était à la tête de l'EMG, l'état-major général, et surtout l'armée des frontières avec la Tunisie, frontière avec le Maroc. C'est-à-dire que le véritable problème, il s'est situé entre le cessez-le-feu et l'indépendance. Et à ce moment-là que l'armée, elle va prendre le dessus, au point qu'à un moment, le Conseil national de la République d'Algérie, il était à un moment, on devait préparer la première constitution. Et donc, ils étaient en préparation pour la Constitution. Et au moment où on allait soumettre la première mouture, finalement, il y a eu aussi un renversement. On a appelé tout le monde il y avait à l'époque le cinéma Majestic. Ils se sont retrouvés au Majestic. On a mis en chantier une nouvelle Constitution qui a été votée. Et depuis, finalement, les problèmes s'accumulent. Alors, bien sûr, Boumedienne, il avait l'intelligence avec Bouteflika qui était son émissaire. Vous disiez il y a un instant sur Manhasset que les Algériens étaient dans les couloirs. Là, il y a une table ronde. Donc, il y a une table ronde comme ça, pas tout à fait ronde, mais enfin ronde, dans le sens où tout le monde est là avec tout le monde. Tout autour. Oui. À Manhasset, ça se passait comment concrètement? Comment ils discutaient sans rentrer dans le fond? C'est-à-dire, il y avait les Marocains, les gens du Polisario, ou alors chacun était seul? Ils se voyaient pas. Ils avaient des oreillettes. Ah d'accord, ils avaient des oreillettes aussi. Non, mais l'idée, à Manhasset, comment ça se passait? On recevait, c'est-à-dire le représentant du secrétaire général recevait une première délégation. Il discutait quelles sont vos propositions. Ensuite, il allait dans une autre salle pour voir les gens du Polisario. Il discutait. Voilà ce qu'on dit. C'est-à-dire, mais ça se passait pratiquement simultanément. Donc, on posait la question, on leur disait, voilà ce que. Parce qu'il y avait il n'y avait pas de possibilité de mettre les gens autour d'une table de manière civilisée pour en parler. D'autant plus qu'il y avait un cessez-le-feu qui était acté, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est différent. On se voit, c'est des vis-à-vis, c'est humain. On se regarde les yeux dans les yeux. Les gens de l'Ayoun, de Smara, de Dakhla, etc. sont en train de regarder des gens. D'ailleurs, je pense qu'il y a un membre de la délégation du Polisario qui n'est pas du tout issu des provinces, je pense. C'est même peut-être le chef. Il est mauritanien. On peut d'ailleurs par générosité. Il y a le Marocain de Dakhla. Il est président de la région de Dakhla et je crois qu'il revient du Polisario, lui. Oui. Dans quel état d'esprit sont arrivés Marocains et Algériens à cette table ronde, qui est donc inédite comme vous venez de l'expliquer? Dans quel état d'esprit sont arrivés? Un état d'esprit de conciliation, d'avancée ou alors de freinage? On a entendu le ministre des Affaires étrangères marocain hier, qui est dans une optique de conciliation, d'avancée. Et on a entendu aussi le ministre des Affaires étrangères algérien, Msahel, qui a dit bon, on est venu rigoler un coup. Et donc voilà, comment ça se passe? Je ne suis pas dans la tête des deux ministres des Affaires étrangères, mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur la base des éléments qu'on a, c'est que d'abord le Maroc était là dans un état d'esprit sérieux et responsable, et parce qu'il avait des quick wins en s'asseyant à cette table. D'abord, ce que vous venez de dire, faire admettre aux autres parties que les représentants des populations locales sont aussi les gens qui sont élus par ces populations et qui dirigent ces régions et qui les connaissent dans leur réalité. Dans le cadre d'un processus électoral de 2015 que tout le monde reconnaît, que personne n'a contesté en son temps. D'accord ? Tout à fait. Ça, d'une part. Deuxièmement, le fait de faire asseoir l'Algérie à la même table et donc de la faire sortir de ses coulisses, de lui faire admettre
qu'elle est partie prenante dans le conflit. Dans un confort. Exactement, parce que leur position dans les coulisses, c'était, ils pouvaient se permettre de jouer aux marionnettistes sans vraiment assumer les choses politiquement. Là, ils sont à la table des négociations et on le voit, ils n'ont pas l'habitude d'avoir cette posture parce que la citation que vous avez citée du ministre algérien, M. Msahel, elle dénote d'un certain dilettantisme, si je puis dire. C'est un lapsus. C'est un lapsus très révélateur. C'était spontané, Naïm. C'était spontané. Oui, mais le lapsus est précisément très spontané. Et donc, parce que révélateur un peu. Sinon, il arrête d'être... Il y a aussi, pour rester, pardon, Aziz, ce genre de lapsus, peut-être il dénote d'un état d'esprit. Il sait très bien que les tables rondes, c'est un tour de piste pour se rencontrer. Mais ce qu'il oublie, c'est que c'est des participations à des actes qui rentrent dans le cadre d'un système de règlement et que c'est contraignant par la suite. Vous avez participé à une première table ronde, vous allez participer à une deuxième, mais on ne vient pas là pour rigoler un coup ni faire du tourisme, on vient pour préparer une plateforme de négociation. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les Nations Unies, les États-Unis, les autres puissances ont intérêt à ce que tout cela puisse aboutir dans le meilleur délai. C'est l'état d'esprit. Parce qu'il y a une double lecture possible. D'abord, il se trouve dans une position inhabituelle, s'asseoir et discuter. Ils n'ont pas l'habitude. Et en même temps, ils n'ont pas envie d'y aller. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils essaient, vous savez qu'avec le rire, on délie tout. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de diluer les discussions, les échanges de la table ronde, parce qu'ils savent que ça va être irréversible dès qu'ils entreront dans la mécanique des négociations. Je n'en suis pas encore à la négociation. Rien qu'à la définition des termes de la négociation. Si je peux me permettre, là où je voulais aboutir, en tout cas pour M. Msahel, on le voit, il s'est rattrapé le lendemain en se disant enthousiaste. En tout cas, moi, ce que je voyais dans cette citation, ou ce lapsus, et surtout dans l'attitude affichée, c'est d'abord la continuation, le prolongement du fait que l'Algérie ne voulait pas participer à cette réunion. Ça veut dire qu'elle est quelque part forcée d'y aller parce qu'il y a une pression internationale. Or, justement, en disant cela, on essaie de tempérer les choses en disant qu'on ne prête pas officiellement beaucoup de sérieux à ces négociations. C'est en arabe. Exactement. Donc, à mon sens, c'est quelque chose, en termes d'état d'esprit, le Maroc devait y aller parce qu'il avait intérêt à y aller, parce qu'il y avait des choses qui pouvaient ressortir, des quick wins, comme je disais, et l'Algérie était forcée d'y aller. La déclaration du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a duré 6 minutes, mais il a pris 1 minute pour dire ce qui suit. Je le cite, l'atmosphère constructive qui a prévalu lors de cette réunion est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait réellement une volonté de parvenir à une solution. Ouais. Le Maroc n'est pas prêt à répéter des processus qui sont une fin en soi. Il faut qu'il y ait une volonté mutuelle d'avancer vers une solution. S'il n'y a pas cette volonté, qu'on se le dise et qu'on ne fasse pas perdre de temps à la communauté internationale, à l'envoyé personnel et au Conseil de sécurité. Commentaire, Naïm? D'abord, je n'y vois qu'une chose. Ce qu'on constate qu'il y a encore de la mauvaise volonté, beaucoup de mauvaise volonté de l'autre côté. La disposition ou les bonnes dispositions vers une véritable discussion, c'est-à-dire un déballage de tout ce qui ne va pas et son règlement, il y a quelque part des gens qui y sont réticents. C'est exactement le retour à la proposition royale d'un mécanisme de concertation, parce que tant qu'on ne règle pas ces problèmes, on peut continuer à discuter autant qu'on voudra. Qu'on fasse Genève 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va faire des voyages, ça va faire de la promenade, mais c'est la volonté politique dont parle qui doit déterminer. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'il y a dans le discours ou dans le lexique un glissement sémantique qui se fait dans le lexique de Nasser Bourita. Souvent on parlait
solutions mutuellement acceptables, politiques, etc. Réaliste. Aujourd'hui, réaliste, ça fait, je crois, partie du nouveau terme qui est apparu. Réaliste, très important. Réaliste, pragmatique, pragmatique Durable. et durable. Donc c'est le politique, bien sûr, une solution ne peut être la définition de la paix, ne peut ça. être que politique, mais les trois termes qui sont en train de s'installer dans le discours, c'est réaliste, pragmatique et durable. Et je crois que son intervention, elle a été claire, le message a été clair. Genève, c'était bien, tout s'est bien passé, il y avait de la politesse, il y avait de la courtoisie, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait autre chose, il faudrait approfondir, il faudrait une réelle bonne disposition pour aller de l'avant. Et c'est une invitation à cette discussion et il faudrait qu'elle commence par, encore une fois, le plan bilatéral. Le roi n'a pas proposé pour rien, n'est pas venu. C'est et vous savez, c'est une approche qui a toujours été la sienne, même si on ne la voit pas souvent dans les propos. L'absence qui a marqué sa diplomatie, des grandes réunions, des grandes messes arabes ou africaines ou ailleurs, et il a dit une fois, il a dû l'expliquer, il ne veut pas aller perdre du temps à faire des discours. Naïm Kamal, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a demandé aux États-Unis de ne pas s'ingérer dans une affaire intérieure. Oui, c'est récent. Oui, c'est récent, c'est nouveau. C'est intéressant. D'habitude, c'est la France qui interfère dans les affaires des autres. C'est elle qui est la patrie d'abord des droits de l'homme, et c'est elle qui donne des leçons aux autres. D'où d'ailleurs beaucoup d'amusement un peu partout dans le monde, où on commence à dire à la France, voilà ce qu'elle doit faire. Erdogan qui dit il faut de la retenue, Trump qui s'amuse, et on le voit, les communiqués que font les internautes sur Facebook, les Africains, etc., qui disent à la France ce qu'elle doit faire face aux manifestants. C'est une façon un peu de s'amuser de la France qui a toujours été dans une politique d'ingérence. On l'a vu récemment de manière catastrophique en Libye, en Syrie. On va terminer cette année sur un ton enjoué, dans la bonne humeur. Il n'y a pas que des choses sombres. Donc on ne va pas faire de bêtisiers parce que nous sommes des gens sérieux, n'est-ce pas? Mais nous allons passer des images anciennes qui vont nous interpeller tous autant que nous sommes et nous allons les commenter. Je vous préviens que nous allons convoquer nos mémoires et parfois peut-être remonter un temps assez long. On regarde. Nous sommes dans une telle période de dessaisissement des valeurs. Quand vous y trompez pas, les gens plus jeunes que vous, 18 ou 20 ans, ils veulent et ils cherchent des nouvelles valeurs. Vous êtes déjà la vieille génération. Vous avez 10 ans de retard. Moi, j'ai découvert dans l'idiot international le premier des punks. Moi, j'ai pas 25 ans, j'ai 2000 ans de retard, mademoiselle. Je sors du catholicisme qui a 2000 ans. Ne parlez pas de retard. Bon. Quand il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu des réductions de salaire de 50%. Il y a eu des réductions d'effectifs. Et l'employé du tourisme est un smicard. Quand il y a la prospérité, on ne partage pas avec le smicard. Il faut qu'il travaille parce qu'il faut développer. Et quand il y a la misère, en ce moment-là, on la partage avec lui. ويعني بغض النظر عن ما يمكن أن يكون من انطباعات عاطفية إلى آخره الجوهر سيكون اقتصاديا وهذا هو الذي سيمثل العلاقات وليس الشق السياسي فقط. Ça veut dire que ça dépasse ce qu'on pouvait attendre jusque-là, c'est-à-dire supposer une défense humanitaire, décolonisation du peuple. Là, on arrive carrément à toucher aux intérêts, à toucher à la stabilité du... Alors, on va nous croquer mutuellement. On va commencer par l'ordre chronologique. Enfin, suivre l'ordre chronologique. Hassan Alaoui, c'était quoi cette émission? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez là sur un plateau de Bernard Pivot? C'était quelle année? Alors, je vais raconter rapidement ma petite histoire. Ah oui, parce qu'on en a 4 histoires à raconter. Vous savez, j'étais un grand ami, et il était un grand ami de Jean Edernalier, écrivain, décédé en polémiste, 97. Fou aussi, ouais, un peu. mais qui évidemment qui aimait beaucoup le Maroc parce qu'il venait à Ouarzazate
et prenait une petite chambre dans le dur, et c'est là qu'il écrivait ses livres. Beaucoup. 2 ou 3 livres ont été écrits là-bas. Et moi, donc, c'était un ami à moi. Donc c'était Eder Nallier que vous avez invité, pas à Pivot? C'était Jean Eder Nallier. J'étais dans la troupe des amis de Jean Eder Nallier. Et pas Safo non plus? C'était mon époque parisienne, donc, où je travaillais à Paris. Et voilà, donc, un peu moins de cheveux, un peu plus de rides, toujours le même sourire. Moins, disons, plus mince, parce que là, aujourd'hui, c'est pas ça. On va même pas appeler ça l'outrage du temps, on va appeler ça les choses naturelles. Et Naïm Kamal. Alors, on va passer à Naïm Kamal avec, on voit, il y a un changement, hein, comment on va voir les images. Oui, il y a la moustache, il y a les cheveux, il y a la cravate, il y a beaucoup de choses. Il y a la verve, toujours, qui n'a pas changé entre cette époque-là et maintenant. Oui, mais cette émission, moi je me rappelle, c'était L'homme en question sur 2M, et c'était, je crois, l'invité était Abdelhadi Alami, qui était un promoteur, enfin qui est un promoteur touristique assez installé, qui était très installé à l'époque dans le créneau de l'hôtellerie. Mais ce qui est le plus important dans cette émission, c'est que c'était un nouveau type d'émission au Maroc. C'était l'ouverture de paysages politiques. On pouvait enfin, après quelques tentatives timides au niveau de la Oula, avec Sama. On parle pas de la politique dans le pays, on parle de vous. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important. Mais c'est moi dans cette dynamique, c'est moi dans ce mouvement. Moi, ce qui m'intéresse, la moustache, elle est passée où? La moustache, quand j'ai commencé à vieillir, je me suis dit, je vais enlever la moustache, peut-être que je paraîtrai plus jeune. Ah, d'accord. Et depuis, je ne l'ai plus remis. Je ne sais pas, on va et puis ma femme détestait. On va demander à votre femme, c'est Mohamed Zeinabi. Alors là, on reste sur la question capillaire. La question capillaire est très importante apparemment, parce qu'il y a du changement chez tout le monde. Ouais. Là, c'est radical, voilà. Et c'était alors, sur invitation d'Al Jazeera, un commentaire à chaud de la visite de Hollande qui se préparait, etc. Et on posait la question si ça allait changer quelque chose par rapport à la politique maroco-française, franco-marocaine, etc. Bien sûr que non, et je disais bien sûr que non, et que c'était les intérêts qui primaient, quoi que soient les présidents et leur parti. Et je vois que vous êtes aussi bien à l'aise en arabe qu'en français. Vous répondiez à cette question. Il n'y a pas de problème apparemment sur la langue. Répondez en arabe pour cette question. نجاوبك بالدارجه اللي بغيتي جاوب بالعربيه الفصحى ولا بالفصحى اللي بغيتي. Là, on me reproche d'avoir une tonalité à moyen-orientale. Allons-y, allez. ماذا سأقول لك يا أخبث؟ هو مرتاح في اللغتين. Voilà, donc on va revenir en français. Ma petite émotion, ou pas encore. Votre petite émotion, après on termine avec... on attend le commentaire de... Oui, oui, bien sûr. Allez-y pour votre petite émotion. On voit que c'est un jeune. Hein. Allons-y. Il est sur Média TV. Il est sur Média TV, ça date d'avant-hier. Non, moi j'attends la fin de l'émission, comme ça je ne commenterai rien du tout. Allez-y pour votre émotion, prenez votre temps. Non, mais moi je suis en train de parler de toi. Je sais, allez-y, continuez. Non, ma petite émotion, je l'exprime tout simplement. Je voudrais en ce moment, en cette circonstance, pardonnez-moi, rendre hommage à nos forces de police et à nos forces de sécuritaires pour le magnifique coup qu'ils ont opéré moins de 24 heures après les meurtres de la jeune Danoise et de la jeune Norvégienne. Nous vous rejoignons dans votre hommage. Donc, je rends hommage à nos forces de police officiellement, solennellement, à mon titre personnel et à votre titre aussi, si vous permettez, parce que nous pouvons en fait dormir, je veux dire, très bien. tranquillement. Alors, dans ce passage, je rebondis sur ce que vous dites. J'étais justement ici sur Média TV à l'émission 60 minutes pour comprendre. Et nous parlions de terrorisme et nous vous rejoignons tous, je pense, sur cet hommage aux forces de l'ordre. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous tous les trois. Et bonne fin d'année, bon début d'année. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.